les vaccins. Ne laissez pas le ciel vous tomber sur la tête. Alors, effectivement, la France vient de nous imposer 11 vaccins obligatoires au lieu de 3 jusqu'à présent, sous prétexte de l'insuffisance de la couverture vaccinale, qui aurait provoqué la résurgence de certaines maladies contagieuses particulièrement dangereuses pour les enfants. Donc, il s'agit de 10 injections étalées sur 2 ans, un acte de solidarité visant à protéger la société. Voilà, ce sera pour début 2018, donc il reste encore un peu de temps pour s'y préparer, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de se préparer à passer entre les gouttes, surtout. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique. Là, je vis aux États-Unis. Je m'efforce d'éduquer les femmes sur les moyens qu'elles ont pour éviter le pire à leur famille en termes de toxicité et de prédisposition aux maladies chroniques et dégénératives. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'imaginais pas que ça prendrait autant d'importance, que ça aurait autant d'importance et que ça prendrait autant d'ampleur. Parce que plus on entend d'interviews de grands professeurs de Harvard, entre autres, plus on en revient à ça, on en revient à l'impact de l'environnement et de la toxicité sur tout, sur le fait qu'on va avoir de plus en plus d'autistes dans les années qui viennent, sur le fait que c'est ça qui impacte notre ADN et pas autre chose, et qui impacte nos comportements et qui impacte les directions de nos vies. Donc, c'est très, très, très important. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui en partageant mon expérience au sujet des risques liés au vaccin. Et je vous transmets, en fait, ce à quoi j'ai accès ici aux États-Unis. Ils sont assez proactifs vis-à-vis de ça et ils donnent pas mal de bons plans quand même. Donc, je suis contente de pouvoir vous en faire profiter. Alors, tout d'abord, vous savez, un gouvernement, c'est tout simple. Tout ce qu'ils veulent, c'est éviter qu'on les accuse de négligence. Qu'on les accuse de ne pas faire ce qu'il faut pour protéger la population. Bon, ça, c'est le bon côté des choses. Maintenant, on sait très bien que la plupart du temps, les gouvernements sont financés par des laboratoires pharmaceutiques et qui fait qu'une fois qu'ils sont élus, ils sont quelquefois un peu coincés. Il faut quand même qu'ils répondent à une certaine demande. Et donc, c'est pour ça qu'à force, on vous impose des vaccins. C'est des bonnes suggestions intéressées quand même. Personne n'est dupe. Et parfois, c'est vrai que c'est un peu facile de la part d'un gouvernement de se laisser manipuler comme ça. Ici, aux États-Unis, juste pour vous donner une idée, le Congrès et la Cour suprême américain ont conclu que les vaccins imposés par le gouvernement américain sont inévitablement risqués à prendre. Or, ce sont exactement les mêmes en France. Et c'est ce qui a précipité la décision de donner l'immunité aux grands groupes pharmaceutiques qui les produisent afin que les effets secondaires inévitables ne se sanctionnent pas par des poursuites judiciaires contre les labos en question, parce que c'est vrai qu'ici aux States, on poursuit très facilement. C'est pas encore tellement répandu en France. Mais bon, ici, c'est très, très répandu. Donc, ils ont vite donné l'immunité aux grands groupes pharmaceutiques. Comme ça, personne ne peut les poursuivre. Bon, en même temps, on a trouvé d'autres façons. Mais à la base, ils ont compris à quel point il fallait protéger les groupes pharmaceutiques. C'est pas forcément eux qu'il faut protéger, je pense, mais enfin, en ce qui concerne les gouvernements, c'est ce qu'ils voient en premier. Là. Et donc, cette protection donne aux laboratoires toute la liberté d'élaborer de nouveaux vaccins. Et sans aucune garantie de sécurité, puisque de toute façon, ils ont l'immunité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un vaccin représentera toujours un risque. Parfois, le risque est à prendre, car le vaccin peut être une bonne chose. Il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas jeter le bébé du bain. Et bon, moi, je sais que le DT polio, c'est le seul que j'ai donné à mes gosses quand ils ont voyagé en Asie. C'était histoire que, vous savez, des fois, moi, je vois... ma fille a été au fin fond de la Chine et mon fils, il a grimpé d'Annapurna. Et je me suis dit, dans des endroits comme ça, s'il leur arrive quoi que ce soit, on va vouloir les protéger en leur injectant des trucs. Et ce qu'on risque de leur injecter, c'est certainement pas aux mêmes normes que ce à quoi on avait accès, nous, à Hong Kong, à ce moment-là.
des gens qui venaient de la Chine profonde, de Shanghai et de Pékin pour aller pour aller chercher des médicaments à Hong Kong, parce que là-bas, en plein milieu, on n'avait que des produits frelatés. Et je pense que en ce qui concerne l'Annapurna et la Chine profonde, c'est ce qu'ils allaient avoir. Donc j'ai préféré leur donner le DT polio, qui est vraiment pas. Bon, je veux dire, bon, je me suis fait engueuler quand même par ma chef de clinique à l'époque, qui m'a dit t'es une nandou, t'aurais pas dû le faire. J'ai dit oui, mais n'empêche qu'au moins personne ne peut leur dire on va devoir vous vacciner sur place. Donc c'est vrai qu'il faut toujours penser à plein de choses. Donc le DT polio, je trouve que à la limite, il n'y a pas de raison de s'en passer. Par contre, alors l'hérésie, c'est pourquoi donner l'hépatite B à un bébé. Ça, franchement, pareil pour la varicelle. Quelle idée! Je veux dire, il faut qu'un gamin ait la varicelle le plus vite possible. Ici, aux États-Unis, ils organisent des varicelles parties. S'il y en a un qui la chope, il y a tous les autres lardons du coin qui se viennent. On les met bien ensemble, on les laisse lécher la pomme tous en groupe pour qu'ils l'attrapent tous. C'est comme ça que mes gosses l'ont eu. Alors qu'il y en avait un des deux qui l'avait déjà. Il y en avait un qui avait été vacciné contre dans mon dos. Génial. Et je suis bien contente parce que les deux ont quand même eu la varicelle. Ce qui est énorme quand même. Mais bon, j'aime bien comparer ce qui se passe ici aux États-Unis, de toute façon, mais c'est vrai qu'on est dans un grand pays constitué d'une énorme variété ethnique. On est vraiment, mais archi tous différents. Et là, quand on compare les États-Unis avec la France, qui couvre à peine la taille d'un seul des 40 États. Bon, ici aux States, on n'a pas une liste aussi longue de vaccins obligatoires, malgré tout. Malgré tout. Bon, ça varie d'un État à l'autre. Ici, chez les bébés jusqu'à 18 mois, les vaccins, ça va être DT polio, coqueluche, hépatite B, influenza B et pneumocoque. Et c'est même pas obligatoire dans tous les États. Okay, bon, ils font suer en ce moment en Californie, mais la plupart du temps, enfin, on peut toujours. Je sais que mon ex-chef de clinique, elle nous signait des faux certificats. Il y a toujours des toubibs pour le faire, ça. Et donc, en France, par contre, le calendrier vaccinal des enfants jusqu'à 2 ans, la liste, elle est quand même plus longue. Okay, je reviens pas dessus, je sais que c'est un sujet qui tue, ça fait mal, je vais pas enfoncer que tout dans la plaie, j'en parle plus. Mais je sais, pour les avoir vus, que les enfants qui réagissent fortement au vaccin, c'est pas un mythe. Loin de là. Et qu'une fois que l'inflammation est provoquée, que le cerveau est grillé, il n'y a plus grand-chose à faire, c'est trop tard. Là, le gamin, qu'il ait ou pas la varicelle derrière, on s'en fout, franchement. Et donc, il est légitime de se méfier. Alors, peut-on ne pas se méfier lorsqu'on se prépare à faire injecter des substances dont l'innocuité n'est pas prouvée ni vérifiée dans nos bébés? C'est la grosse question. D'abord, l'ALU. Les bébés sont les plus à risque. Alors, c'est pour ça que l'Agence américaine de protection environnementale a procédé à des tests de tolérance de l'aluminium ingéré oralement sur des rats. Mais ils l'ont fait ingérer oralement. Alors, c'est des résultats qui ont permis de justifier le niveau d'adjuvant utilisé dans les vaccins. Or, l'aluminium ingéré et l'aluminium injecté, ça n'a rien à voir. Ces deux voies d'administration ne produisent pas du tout les mêmes effets. Et donc, ingéré, c'est 0,25% qui est absorbé, alors qu'injecté, c'est 100% qui est absorbé par les muscles, plus tous les organes, inclus le cerveau. Vous voyez comme ils arrivent à contourner, en fait, ils arrivent à manipuler les résultats, c'est vraiment leur spécialité d'ailleurs. Alors, des études sur animaux, il y en a eu plein, et elles ont permis de confirmer le lien entre des inoculations d'aluminium répétées et de sévères répercussions neurologiques sur le comportement, ainsi que l'altération de l'expression de certains gènes dans le cerveau. Et rien n'est plus dangereux que ce qui touche au cerveau. Et donc, pour qu'un adulte reçoive le même montant d'alu par kilo qu'un enfant âgé de 2 mois, il lui faudrait 34 doses de vaccin contre l'hépatite B en une journée. 34 doses. Okay. Alors, ici aux États-Unis, on a des médecins qui se sont rassemblés pour protéger leurs clients, alors leurs patients, si vous voulez, contre l'obligation vaccinale et qui prônent le consentement informé. Et donc, sur la page d'accueil de leur site, j'ai voulu partager ça avec vous parce que je me suis dit, ça vaut le coup, si ça peut inspirer d'autres médecins français. Donc, ce qu'ils disent, c'est
Il est de notre responsabilité de protéger nos patients. Ne les laissons pas tomber. Je vous souhaite d'avoir autour de vous des pédiatres qui pensent comme ça. Pour eux, ce sont les médecins et non pas les politiciens qui devraient prendre des décisions médicales pour les enfants. Bah, évidemment, il n'y a pas de, y a pas de mystère là-dedans. Alors, ils demandent que le gouvernement se maintienne à l'écart d'une des conversations les plus importantes qu'un parent puisse avoir avec un pédiatre. Voilà, c'est tout. Le problème, c'est qu'on cloue le bec aux médecins français la plupart du temps parce que la France est le premier pays producteur de vaccins. Hein. Et j'ai retrouvé un vieil article du Figaro de 2009 qui nous disait que le labo français, déjà leader mondial du vaccin, vient de racheter le groupe indien de vaccins. Ah oui, ça c'était Sanofi, je crois. Sanofi Pasteur a investi 350 millions d'euros dans une usine de vaccins contre la dengue qui touche 250 millions de personnes chaque année. Donc ça, c'est très, très lucratif. Et aujourd'hui, ils en étudient quand même 150. Hein. Donc j'avais envie de vous dire, à la limite, qu'on vous en impose 11, soyez contents, je veux dire, sentez-vous quand même heureux, soulagé, parce que ça aurait pu être, à mon avis, bien pire que ça. Donc, c'est vrai que 11 vaccins, c'est une goutte d'eau hein, pour eux. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que le choix des 11 vaccins soit justifié par cette phrase « L'insuffisance de la couverture vaccinale a provoqué la résurgence de certaines maladies contagieuses particulièrement dangereuses pour les enfants. » Ils ont vraiment la mémoire courte. Hein. On a plein de cas, de toute façon, et plein d'exemples qui montrent à quel point c'est pas parce que des populations entières sont vaccinées que des maladies disparaissent. Il y a eu des épidémies de coqueluche ici aux States qui ont atteint des centaines d'enfants qui étaient déjà vaccinés contre la coqueluche. Bon, moi, j'ai l'exemple de mes gosses. Hein. Sur les deux, il y en avait un qui avait été vacciné et tous les deux ont eu la varicelle. Enfin bon. Des épidémies de polio dans le monde entier ont touché des milliers de personnes qui, pourtant, étaient vaccinées. En 93, il y a 100 infirmières des hôpitaux de Paris qui sont atteintes de tuberculose qui avaient toutes reçu le BCG. Parce que c'est clair qu'on n'est pas infirmière sans avoir reçu la totale, hein, de toute façon. Et donc, des scientifiques du monde entier sont d'accord quand même pour dire que les produits appelés vaccins seraient totalement inefficaces, qu'ils seraient dangereux, responsables de sclérose en plaques, encéphalite, méningite, maladies neurologiques. Bon, complètement inefficace, j'en sais rien. Je ne peux pas en parler de ça, j'en sais rien du tout. Mais par contre, de ce que ça produit, ça, je le vois régulièrement parce qu'on me ramène des gamins qui sont cuits. Voilà, cuits. Moi, j'appelle ça cuits. Donc, côté épidémie, il semble bien qu'on nous aurait menti donc depuis 50 ans au moins, pour des raisons sordides et honteuses. Hein. On nous en croit notamment que les vaccins auraient enrayé les épidémies, alors que, en fait, l'arrêt des épidémies n'a absolument rien à voir avec ces campagnes de vaccination. Il y a quand même 1200 personnes qui ont été victimes de la polio en France en 1956. C'est l'année où la campagne de vaccination a commencé. Mais la France a connu plus de 4000 cas en 1957, l'année d'après. D'ailleurs, personne n'est capable d'expliquer pourquoi les épidémies de peste et de choléra au Moyen-Âge ou de Suède picarde ou de scarlatine se sont arrêtées absolument sans rien, sans vaccin, et sans décimer toute l'humanité. Alors, tous les ans, il y a des centaines de médecins qui adressent des pétitions au ministère de la Santé pour que cesse ce qu'ils considèrent être un véritable empoisonnement collectif, n'ayant pour but que le profit et pas du tout la santé. Voilà. Ces médecins dénoncent le fait que la quasi-totalité des médecins est dans l'ignorance totale des informations sur les vaccins, car l'information médicale en France passe entièrement par les laboratoires pharmaceutiques. Alors, ce que j'ai pas réussi à trouver, c'est comment les vaccins étaient rémunérés, entre guillemets, par prescription de vaccins, comment les médecins étaient rémunérés. Bon, ici aux States, je sais qu'ils sont rémunérés chaque fois qu'ils prescrivent, et surtout qu'ils administrent des vaccins, ils récupèrent des sous. Moi, je vois en ce moment là, c'est hallucinant. Je veux dire, à chaque fois que je passe devant une pharmacie, c'est un drugstore, il y a marqué en gros, venez gratuitement vous faire vacciner contre la grippe, quoi. C'est vraiment, mais ils mettent ça en gros, ils savent plus quoi faire pour se débarrasser de leur stock. Alors que pour une fois, bon, on a
un président douteux en ce moment aux States, mais la seule qualité qu'il a, c'est qu'il n'a pas besoin de l'argent des laboratoires pour payer sa campagne. Donc, de ce côté-là, il est complètement impartial. Et c'est pas lui qui va faire en sorte qu'on augmente ou qu'on donne des obligations vaccinales partout sur les États-Unis. Mais bon, ceux qui savent, les médecins qui savent, eh ben, ils savent que la vaccination, c'est pas un acte banal et qu'il faut un certain nombre de précautions et que, de toute façon, on a une loi de ce côté-là qui en parle. C'est l'arrêté du 28 février 52 qui demande à ce que on vérifie que la personne soit en état de recevoir le vaccin. Alors que moi, j'ai aucun souvenir qu'on ait proposé de vérifier que les gosses soient en état de recevoir un vaccin. Et si on s'en réfère à la loi, ça devient une négligence criminelle. Et ces éléments, ils sont publics et notoires, et aucun scientifique n'est encore venu les contredire, ça c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez dire aux parents dont les enfants en sont morts ou juste réduits à l'état de poupée de chiffon qu'il est très bon d'imposer l'inoculation des substances contre le gré des parents et des enfants. Vous allez me dire que tout ça c'est bien beau, mais que vous, parents, vous allez vous retrouver obligés de vacciner vos enfants dès la rentrée 2018, quoi qu'on en dise. Et bien pas forcément, car vous avez quand même la loi avec vous, à moins qu'ils se débrouillent pour que le nouveau texte prenne en considération ce cher arrêté du 28 février ou la loi Kouchner qui empêche qu'on oblige les gens à se vacciner. Mais en tout cas, l'arrêté du 28, il n'empêche pas il n'empêche pas qu'on oblige les gens, il demande juste que toutes les précautions soient prises. C'est-à-dire qu'il faille procéder à un examen destiné à vérifier si le produit n'est pas dangereux pour la personne qui va le recevoir. Et ça, c'est génial parce que c'est ce qui vous permet d'aller voir votre pédiatre et de lui dire où pouvons-nous faire pratiquer gratuitement les analyses suivantes afin de nous conformer à la loi. Parce que déjà qu'on nous impose vous pouvez lui dire, je suis là pour me conformer à la loi. Moi, je suis là, je viens faire vacciner mes enfants parce que c'est la loi. Mais dans le même état d'esprit, moi, j'aimerais bien que rester conforme à la loi. Et pour ça, j'ai besoin des éléments suivants et des tests suivants. Et ils sont là. Il y en a tout un flopé. Moi, je vous ai rajouté l'analyse minérale des cheveux parce que je trouve ça quand même vachement bien aujourd'hui. Ce qui change tout, c'est si vous, à mon avis, le point crucial, c'est de vérifier que vos gamins ne soient pas déjà intoxiqués aux métaux lourds avant que vous les fassiez piquer. Voilà. Parce que pour moi, c'est ça. C'est clair que les poumons, les anticorps, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va vous griller le cerveau d'un bébé. C'est les métaux lourds. Et en particulier l'alu. Donc, c'est tout bête. S'il faut une mèche de cheveux, il faut l'envoyer dans un laboratoire qui va regarder et c'est tout. En ce qui concerne l'intimidation, c'est vrai que vous pouvez rappeler au pédiatre que, si votre enfant était victime d'effets secondaires, vous déposeriez une plainte pour l'administration de substances nuisibles de la santé contre ceux qui auraient administré ces substances, mais également à l'encontre de ceux qui se seraient rendus complices de cette infraction. Yes, ça c'est bon, ça. Et c'est là que j'ai envie de dire, effectivement, à troupeau d'idiots, idiots et demi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler laborieux, surtout parce qu'on n'est pas habitué à voler dans les plumes d'un médecin, mais c'est vrai qu'en nous traitant en troupeau d'abrutis, il faut quand même que le gouvernement s'attende à quelques représailles. Il ne faut quand même pas qu'on soit complètement pris pour des idiots. Surtout qu'il y a le serment d'Hippocrate. Rien que le serment d'Hippocrate oblige à faire attention. Parce qu'il faut qu'il soit sûr de ne blesser personne. D'abord, ne faites pas de mal. Okay, et donc, si besoin, mettez le pied sur le tapis et demandez à votre pédiatre de vous rappeler le contenu du serment d'Hippocrate. Ça risque de le faire transpirer un petit peu. En attendant, c'est à vous, parents, de protéger vos enfants, puisque la loi ligote les mains de votre pédiatre. Donc, c'est à vous de connaître les facteurs de risque afin d'aider à personnaliser au maximum la façon dont il va appliquer cette obligation vaccinale. Donc, déjà, choisissez un pédiatre qui est pour l'individualisation des soins et de la prévention, n'est-ce pas ? Vous verrez, votre pédiatre, mais ça se choisit un pédiatre.
On fait les courses en choisissant un pédiatre. On a une liste et on regarde s'il correspond. Il ne faut pas prendre n'importe quel clampin parce qu'il vit pas loin. Hein. Donc, si besoin, vous changez de pédiatre. Si le vôtre vous encourage à suivre ce programme vaccinal les yeux fermés, déjà, c'est une bonne façon de le jeter. Et puis, comme de toute façon, lui, il n'a pas le temps d'aller faire des recherches, et ben, faites-le à sa place. Faites son travail d'investigation en identifiant vous-même les facteurs de risque qui peuvent rendre la vaccination dangereuse pour votre enfant. Alors, vos devoirs, ça veut dire, il faut que vous sachiez si votre enfant est vulnérable. Et pour ça, il l'est, je vous ai donné une petite liste là, si il est prédisposé à développer une maladie chronique, donc si par exemple il enchaîne les otites ou des problèmes digestifs depuis sa naissance, okay, alors ça c'est gros comme une maison. S'il a des otites ou des problèmes digestifs régulièrement, vous ne le vaccinez pas, s'il vous plaît. Si à cause d'une faiblesse immunitaire déjà existante, ça c'est pareil, il n'a pas allaité, il est né par césarienne, sa mère a fait des infections fongiques à répétition pendant la grossesse, c'est énorme ça aussi. Et puis, il y a les prédispositions génétiques. Alors, moi, je vois ce que je vois chez les gamins qu'on m'a ramené poupée de chiffon, c'était que le père avait un problème de D4, c'est une histoire c'est dans le cerveau, c'est un neurotransmetteur. Et en général, c'était le père qui avait déjà des problèmes ou de limite autisme, ou de toxicité, de choses comme ça. Bon, il y a aussi des histoires de mères qui ont été très intoxiquées pendant la grossesse. Mais vous regardez, comment étaient les parents quand ils étaient jeunes? Il faut vous poser la question, vous étiez malade comment? Votre mari ou le père comment il était? Hein? Si vous avez eu des ribambelles de traitements aux antibiotiques, si vous avez fait des maladies à répétition, ben, méfiez-vous quand même vachement parce qu'il y a ces prédispositions-là. Hein? Et donc, si un ou les deux parents ont un niveau élevé de toxicité aux métaux lourds, faites tous les deux un test minéral des cheveux aussi. Hein. Combien d'amalgame vous avez dans votre bouche? Ça aussi, c'est des facteurs de risque. Okay, parce que ça se transmet. Okay. Alors, là, bon, j'éclaircis un petit peu les facteurs de risque. Hein. Donc, je vous ai parlé de vous, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a aussi ce qui est exposition aux toxines environnementales. Hein. Il y a la santé de la mère avant et durant la grossesse, ça c'est énorme. Hein. Si la mère a été vaccinée contre la grippe, si elle a fait des infections fongiques à répétition, si elle a pris des médicaments contre le déficit d'attention, si elle n'a pas arrêté de fumer ou de boire, si elle est cœliaque, si elle a eu son bébé après 40 ans, ça c'est des facteurs de risque. Le bébé, s'il a tendance aux allergies, à l'eczéma, aux problèmes digestifs, au rhume et à otite à répétition, ça c'est énorme. Hein. Si vous avez un bébé qui déjà se tape tout ça, oh là là, vous restez loin des vaccins. Okay. Si vous savez que vous ne pourrez pas passer au travers du calendrier vaccinal et que votre enfant n'a pas les vulnérabilités dont je viens de vous parler, ah oui, parce que s'il a ces vulnérabilités-là, il faut que vous rentriez dans le lard, hein, vous ne pouvez pas le laisser. Donc, s'il a ça, vous coincez votre pédiatre hein, et vous lui balancez tout ce que je vous ai dit avant sur les risques. Okay. Donc, votre bébé, bon, n'importe comment, vous pouvez l'aider à supporter tous ces vaccins, en gros, enfin, je suppose, le plus possible. Et donc, sa capacité à supporter, ça va dépendre de votre capacité à correctement évaluer ses vulnérabilités, évidemment. Donc, si vous avez le moindre doute, vous refusez les vaccins et vous faites la dissuasive. Vous vous débrouillez pour allaiter votre bébé au moins 6 mois. Ça, déjà, c'est énorme. Bon, idéalement, il faudrait l'allaiter plus d'1 an. Mais enfin, bon, 6 mois, c'est le minimum syndical. Et vous ne lui donnez pas de sucre. Vous faites gaffe avec les histoires de fruits. Hein. Moi, j'en connais plein, mais c'est des compotes, Mais vous vous rendez pas compte, hein, les compotes, la pomme, mais c'est une horreur au niveau sucre. Vous virez les fruits, les compotes, tout ce qui contient beaucoup de sucre caché, le fructose en particulier. Et évidemment, vous lui épargnez tout ce qui est cochonnerie industrielle. Hein. Donc, rien que ça va tout changer. Maintenant, il y a la protection aromatique. Ça, c'est la façon idéale de protéger l'immunité de votre enfant tout en lui évitant une des grosses sources principales de métaux lourds. Déjà, vous lui évitez le maximum de médicaments. Vous prenez l'habitude de diffuser une des nombreuses huiles essentielles qui soutiennent l'immunité des enfants dans la maison hein, et dans la chambre. Vous vérifiez, il y en a sûrement une qui sera sa favorite. Vous prenez l'habitude de masser votre bébé avec des huiles essentielles comme le néroïde, le citron après son bain pour
dilué, hein, on s'entend bien, hein, toujours pareil. Si vous ne savez pas comment masser un bébé, vous touchez à rien, vous consultez d'abord ce que j'ai écrit ou Aromapro, mais vous ne faites pas ça n'importe comment, jamais à sec, hein, surtout pas néroli et citron sur un bébé. Et donc, comme ça stimulera à la fois son immunité et sa digestion, ce qui n'est pas du luxe. Si votre enfant va déjà à l'école, eh ben, vous prenez l'habitude d'avoir recours aux huiles pour le moins de bobos et d'avoir recours aux produits chimiques. Déjà, ça lui épargnera des toxines dont il n'a pas besoin. Et vous prenez l'habitude de masser avec un mélange aromatique qui le protège, hein, en cas de contagion. Hein. Quand c'est le moment où tout le monde chope la gastro ou je ne sais pas quoi, vous lui donnez des huiles. Je vous ai mis quelques petites suggestions. C'est vrai que je suis restée très générale dans mes explications parce que comme tous les enfants sont différents, moi, j'aime pas vous laisser croire que tel ou tel mélange, ça va être la panacée. Hein. Moi, je ne les connais pas, vos bébés. Par contre, vous pouvez apprendre à utiliser certaines huiles. Si vous avez les moyens de les comparer, c'est à vous de savoir ce que vous faites. Hein. C'est pour ça que là, je vous donne du matériel pour que vous fassiez votre devoir et vos devoirs de parents. Dans l'histoire de femmes, je vous en mets un énorme paquet. Hein. Là, vous avez beaucoup de choses pour ne pas avoir à aller vers les médicaments pour un oui, pour un non déjà. Il y a des huiles favorites pour les gosses. Il y a radiata, il y a lavande aspic, il y a citron, néroli, mandarine verte et lavande vraie. Et puis l'idéal, ça serait quand même que vous connaissiez le b.a.-ba avec l'essentiel de l'équilibre et avec Aromapro. Et ça, bon, je vous donnerai les liens tout à l'heure. Pour celles qui n'ont pas déjà ces informations-là, c'est énorme, ça change tout.